Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez sur Fraternité FM du côté de Mamou et à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission que vous pourrez évidemment retrouver sur guinée114.com. Merci à tous de votre fidélité. Il a fait le show au Parlement et c'était pour être vrai et proche de ceux qui l'ont élu député uninominal de Dixine. Il se préoccupe de l'éducation dans cette commune urbaine de la capitale comme d'autres qui manquent d'infrastructures de qualité. La vie reste chère dans le pays n'étant pas maîtrisé, il faut le dire jamais. Pour cette année, c'est l'exécutif qui décide de tout augmenter, le prix des produits de grande consommation à travers la hausse annoncée du prix du carburant. Face à toutes ces questions d'intérêt national, Joe Bebeto veut comprendre et nous avec lui, est-ce qu'on pourra comprendre finalement, parce qu'il était prévu qu'il soit ici. Nous espérons qu'il est peut-être dans les embouteillages, qu'il ne s'est pas rétracté à la dernière minute. La construction de la route nationale Koya-Pamlap ne fait pas que des heureux. Les populations riveraines ont vu leur plantation complètement rasée par les machines. C'est pour la bonne cause, dit-on. Néanmoins, le gouvernement guinéen, qui est appuyé par la Banque africaine de développement dans ce projet, s'était engagé à dédommager les familles impactées. Il en a fait pour certains d'ailleurs, d'autres non, ce qui suscite des interrogations. À Farmoria, plus de 700 plants ont été arrachés et les victimes attendent toujours d'être indemnisées. Ousmane Camus Camara, un des planteurs concernés, sera avec nous dans ce studio dans un instant. Mais avant, nous allons essayer de voir vos réactions sur nos différentes plateformes au 657 39 13 13 et sur Twitter au hashtag espace GG. Nous allons partir avec les tweets avec Vladimir Poutine qui nous les a déjà fait parvenir. On va commencer par ce premier, Ibrahima Souri Kouyaté, qui nous écrit: l'attribution des marchés se fait parfois sur la base, voilà, quand on nous écrit en même temps, c'est compliqué, se fait parfois sur la base du clientélisme pur et simple. Plus d'une fois, des entreprises et autres organisations soumissionnent et obtiennent des marchés sans avoir les compétences requises. La médiocrité, il le dit, la médiocrité prend le dessus sur la compétence. Hashtag espace GG. Nous partons avec Remetou Santigui qui nous écrit également sur Twitter: bonjour les grandes gueules, les fonds alloués aux ONG et autres bailleurs sont faits pour torpiller l'évolution économique et industrielle dans tous les domaines de développement. Beaucoup de fonds pour faire des séminaires et des missions à l'intérieur du pays sans aucun résultat. Saïkoumar Bolé nous écrit également: bonjour les GG, je me demande bien s'il y a un secteur en Guinée où il n'y a pas de business. La majorité des Guinéens s'en fout pas mal du malheur de son compatriote. Ce qui l'intéresse, c'est son intérêt personnel. Le plus mal est que nous ne sommes pas encore prêts à changer. Hashtag espace GG, il nous dit Saïkoumar Bolé. L'ancien DG Traoré nous écrit également sur Twitter au hashtag espace GG: bonjour. Comment est-ce que le paludisme peut finir sur le continent africain pendant que certaines organisations non gouvernementales survivent à travers des fonds qui sont alloués pour les subventionner? De nos jours, la création d'une ONG est devenue du management, tout simplement, il le dit, l'ancien DG Traoré. Nous continuons toujours sur Twitter avec Keita Mamadi, Dr K. Hashtag espace GG, salut les grandes gueules. En tant qu'agent de santé, chaque fois que j'entends qu'il y a eu corruption dans le domaine de la santé, j'ai le cœur qui saigne. Un agent de santé doit être une bénédiction pour sa population et non le contraire. La conscience professionnelle est où il pose la question. Keita Mamadi, Dr K. Nous écrit également: bonjour les grandes gueules. Dans un pays où même les moustiquaires, on ne laisse pas. Bon, je vais lire tel qu'il a écrit. Ne perdez pas le temps. On connaît tous nos problèmes, mais on refuse de changer. C'est aussi la Guinée.
hashtag espace GG. Souma nous écrit, c'est le dernier tweet, Souma Jibril Massiré. Bonjour les GG, s'il y a un secteur qui entretient du véritable business dans notre pays, c'est bien celui de la santé. Surtout pendant les épidémies, il y a beaucoup parmi les agents de santé qui souhaitent à ce qu'on reste dans ces épidémies. Souba Jibril de Wankifon qui nous écrit donc sur Twitter. On va partir sur d'autres plateformes. Encore quelques minutes à passer avec les auditeurs. Ce message qui tombe à l'instant. C'est Sinani qui nous écrit. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. La lutte contre le paludisme devrait être une priorité pour certains cadres dans l'intérêt supérieur des Guinéens et non une pratique d'enrichissement personnel. Vivement une prise de conscience dans ce sens. Sinani donc qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre qui vient de tomber. Bonjour Diadia, bonjour à toute l'équipe. C'est Mamadou Bobo Ndiari Diallo. Ce pays est devenu un récipient de corruption, de détournement et de malversation financière. Tout cela est dû au laisser-aller de nos dirigeants qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel au détriment même de la vie des citoyens pauvres Guinée. Il le dit Mamadou Bobo Ndiari Diallo. Nous partons avec cet autre message, Alpha Moussaya Makadiabi, qui nous écrit à l'instant. Il dit bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Parler du paludisme et laisser la rémunération des travailleurs d'Ebola et Corona, c'est plus qu'un business et c'est un réseau puissant, mais l'objectif c'est d'avoir moins de patients dans nos lits. Alpha Moussaya Makadiabi donc qui envoie ce message. Bonjour les élites de l'info en Guinée. Moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia, ma Guinée. La corruption partout. Je me demande qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter cela. Je pleure en silence. Saïdou Yaouki donc qui envoie ce message. Deux derniers avant de vous laisser. On va partir avec... je pense que c'était les derniers messages. Non, un dernier, Makidare Salam qui... bonjour... le régime d'Alpha Condé est le plus corrompu dans l'histoire du pays. Des clans s'enrichissent au détriment de la population qui ne voit même plus le diable pour tirer sa queue. Mais acceptons, c'est notre choix. 6 ans, c'est pas trop. Souffrons ensemble et enrichissons le clan. Makidare Salam donc qui nous envoie ce message. Merci à vous tous qui avez réagi donc à cette émission. Beaucoup de sujets, beaucoup de messages qu'on ne peut pas tous lire. Il faut le dire. On va continuer le cours normal de cette émission. Antoine Kourouma, on va parler justice à présent. La grève en cours paralyse les activités. On parle notamment de la grève des huissiers de justice et les avocats se sont vraiment rendus solidaires de cette grève qui continue d'ailleurs. Ouais, avant de parler de ce sujet, permettez juste cette alerte qu'on vient de nous envoyer au sujet de ces Guinéens qui ont été arrêtés dans la nuit d'hier dans le couvre-feu, qui sont détenus à la CMIS de Yataya, à qui on demande de payer 400 000 francs guinéens pour leur libération, alors que le couvre-feu, lorsqu'on vous arrête la nuit, l'endroit où on vous a arrêté, on vous maintient là jusqu'au matin pour vous libérer ensuite. Des citoyens nous ont appelés depuis la CMIS de Yataya pour dire qu'ils sont maintenus là 15 personnes à qui on demande 400 000 chacun pour être libérés. Alors, on ne sait plus dans quel état nous sommes. S'il faut à tout moment débourser de l'argent, même lorsqu'on est dans ses droits... Et les autorités sont interpellées. C'est incompréhensible. Qu'on vienne voir ce qui s'y passe. Parce que normalement, on doit libérer les gens à 4 heures. Le couvre-feu, c'est de 23h à 4h. Non, après 4 heures, on vous libère, vous rentrez chez vous. Attendez. Le montant, je ne sais pas pourquoi ils doivent le payer. Non, mais il y a un moment donné, il faut quand même, comment dirais-je, le couvre-feu aujourd'hui doit être respecté par tout le monde. Honnêtement, moi je le respecte. Je ne vois pas pourquoi. Oui, mais dans la mesure, grand frère Ahmed, dans la mesure, nulle part il n'est dit qu'on doit payer un montant comme sanction. Ça, je te l'accorde. On n'est pas contre leur arrestation. Non, je te l'accorde. C'est le montant qui est condamné. Oui, d'accord, ok, voilà. D'accord, très bien. En fait, Antoine n'est pas contre l'arrestation. Si vous violez la loi, par exemple, au-delà de 23h, vous êtes dehors, on peut vous arrêter, mais on n'a pas le droit de vous réclamer de payer on vous maintient jusqu'à 4h du matin. Donc, peut-être demander au ministre Damantan de veiller de près sur ça et de voir ce qui est en train de faire. Ça, c'est pas nouveau. Ce n'est pas que là-bas. J'en ai parlé ici la dernière fois avec, par exemple, la BAC qui se retrouve à la cité de l'air à Gbessia, où le commandant, quand on vous prend pour une bavette, vous êtes amené à payer 200 à 400 000. Lorsque vous êtes pris dans le couvre-feu, vous êtes amené à payer 1 million et quelques. Parfois, on vient vous trouver, vous êtes assis devant votre cour et tout de suite on dit qu'il est l'heure du couvre-feu, on vous ramasse là. Alors que quand on parle de couvre-feu, ce n'est quand même pas
devant votre porte quand vous êtes chez vous. C'est pas très cher payé, je trouve. C'est pas très cher payé, je trouve. Il y a aussi le cas. Oui, non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux, Diadia. C'est pas cher payé. Honnêtement, c'est-à-dire que écoutez, quand vous voyez ce que, enfin, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a une épidémie qui est en train de faire. Laissez-moi finir. Ahmed, le président de la République. Est-ce que je peux finir? Je vais insister sur le mot grand frère parce que je peux finir. Est-ce que je peux donner mon opinion? Grand frère, vas-y. Est-ce que je peux donner mon opinion? Allez-y, grand frère. Effectivement, le tarif a été. Finalement, c'est le laisser aller. Le tarif a été fixé à 50 000. Moi, Ahmed Kourouma, je dis que c'est peu cher payé. Voilà. Bourgeois, oui, parce que tu es un bourgeois. Mais si tu veux, c'est pas la question. Si tu veux déjà, mais moi, je dis une chose. Il y a un moment donné où il faut savoir ce qu'on veut. Il y a une épidémie qui fait des millions de morts actuellement dans le monde. Lorsque on te dit pour ta propre santé, mets un masque et que tu le mets pas, honnêtement, 50 000, c'est très peu payé. Moi, je mettrais la taxe à 1 million. Non, on n'est pas au niveau des 50 000. Moi, je mettrais la taxe à 1 million. On n'est pas à la taxe. Tu payes pas, on te met une semaine en prison. C'est aussi simple que ça. Tu vas remplir la prison. Voilà, exactement. Ça t'amènera à construire d'autres prisons. Du comportement indélicat de certains. Il y a eu le cas de la mosquée de Bambeto avant-hier. Je crois que c'est à Koloma, où il y a eu ces gaz lacrymogènes. La mosquée turque de Bambeto, de Koloma, où en pleine prière, nous apprend-on, le gaz lacrymogène a été jeté dans la cour. Bien sûr, c'est condamnable. On a pris des femmes qui ont été détenues, à qui on demande 1 million de francs. Oui, c'est condamnable. Ça, c'est condamnable. Ça, je le condamne. Voilà. Donc, pour en venir au sujet de la justice, avec cette grève des avocats, on a tous vu que les huissiers depuis 2 semaines sont en grève. Mais si, c'est important ça glisse, de rappeler. Antoine, ça glisse. Ah, mais il faut le rappeler. Lorsque c'est indélicat, on doit le dire. À gauche et à droite, il faut tout ramasser. Sur le sujet. Il faut le ramasser. Pour le cas des avocats en grève, on a tous constaté que les huissiers depuis 2 semaines sont en grève. Au bout d'1 semaine, les avocats se sont mêlés de la chose et ont aussi déclenché leur grève. Ce qui dure depuis 1 semaine. Pas leur grève. Bon. Ils ont été solidaires de la grève de solidarité. Cela dure depuis 1 semaine. Sauf que on a comme l'impression que les lignes ne bougent pas. Le ministère ne semble pas se bouger, même si le ministre... Il a quand même reçu beaucoup d'acteurs. Il a montré une certaine volonté de vouloir négocier pour que les choses reviennent à la normale. Sauf que dans les propos qu'on entend venant des huissiers et des avocats, il semble que le ministre ne veut pas lâcher du lest. La demande faite par les huissiers de permettre à ce que désormais ce soit eux qui fassent appliquer les décisions sans passer par un procureur n'est pas acceptée par le ministre. Donc, mais pour quelle raison? Les négociations... Oui, alors. C'est ce qui existait. Oui, c'est la norme. Non, c'est pas la norme. On apprend qu'il y a une sorte de rencontre qui aura lieu entre avocats, huissiers et départements afin de trouver une solution. Sauf que sur le terrain, ça a un impact terrible. Il y a des citoyens qu'on doit juger à ce jour qui n'ont pas droit à un avocat ou qui n'ont pas droit à un procès parce que les personnes devant les défendre ou l'espace où doivent tenir les procès, les avocats ne se présentent pas. Donc aujourd'hui, c'est comme un désert lorsque vous allez dans les différents tribunaux parce qu'il n'y a pas d'avocat qui se présente. Ce serait important que le ministère prennent la mesure de la situation pour comprendre que si les avocats et les huissiers sont en grève, ça a un impact assez négatif sur la vie des citoyens. La chaîne judiciaire qui s'arrête. Oui, non, mais moi j'aimerais bien recevoir un membre du barreau ici ou un huissier pour qu'il nous explique. Ok, alors super, parce que je veux l'entendre, parce que je veux comprendre au nom de quoi on laisserait, nous, peuple, à ces gens-là, le droit d'appliquer des décisions de justice. En fait, c'est qui doit appliquer la décision de justice. C'est ce qui existait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. Non, ils doivent exécuter les décisions. C'est pas la même chose. Non. Il y a une exécution. Ils ont le droit de faire exécuter. L'applicabilité revient au juge. Le document leur permettant de pouvoir exécuter, alors que c'était facile et à leur niveau, maintenant on donne ce droit à un procureur. Parce qu'un huissier ou des huissiers ont failli. Mais dans un tel contexte, qu'est-ce qui est mieux à faire? Moi, je pense qu'il aurait été, si un huissier a failli, n'a pas bien fait son travail, il est important de punir ce huissier qui va répondre de ce qu'il a fait que de prendre une telle décision et le généraliser et donner, dans ce cas, cette autorisation, permettre à un procureur de le faire à la place des huissiers. Parce que qu'est-ce qui indique que ce procureur à qui on permet maintenant de le faire ne fera pas les mêmes erreurs j'avoue que j'attends les explications avant de me prononcer. Voilà, je vais pas commencer par ça. Voilà. On va partir sur le terrain justement avec
vous, Antoine Kourouma. Maître Zézé Kalivogui est en direct. Les grandes gueules. Oui, Maître Zézé Kalivogui, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Ordre des avocats de Guinée. Dites-nous, cette grève de solidarité, comment se porte-t-elle? Est-ce que la grève continue? Et à ce jour, où en êtes-vous avec les négociations? Bonjour les GG, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez d'intervenir sur ce sujet. Effectivement, la grève se porte bien et je crois que toutes les parties y tiennent bon. Pourquoi justement la grève? Ahmed Kourouma, ici présent, ne comprend rien du tout. Il veut comprendre pourquoi est-ce que les avocats partent en grève alors que le procureur a le droit de donner l'ordre à un huissier de justice de faire appliquer une décision. Nous appelons ça boycott. Le terme grève n'est pas tellement approprié à notre situation. Il ne revient pas à un procureur d'ordonner à un huissier de justice d'exécuter une décision de justice. C'est le peuple de Guinée qui mande, donc qui donne la réquisition à tout huissier de mettre à exécution une décision de justice lorsque celle-ci est effectivement revêtue de la formule exécutoire. Donc empêcher l'exécution alors de ces décisions, ça veut dire remettre en cause tout le travail abattu et par les avocats et par les magistrats. Donc si on ne doit pas exécuter une décision de justice, il faut demander à la justice d'attendre, de ne pas rendre une décision jusqu'à ce qu'on revienne à un moment où on peut exécuter cette décision. Alors, moi, je veux bien revenir sur la genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui a amené les autorités à permettre à ce que ce soit désormais le procureur qui délivre ces documents et non vous? D'où est parti le problème? Au fait, c'est juste une pratique qui s'est instaurée comme ça. C'est pas que c'est une autorisation qui est donnée au procureur. Au fait, on a dit qu'il y a des nécessités de maintien d'ordre public, donc pour l'exécution, puisque l'huissier doit être sécurisé par les forces de sécurité. Et puisque les forces de sécurité doivent intervenir, il faudrait qu'ils interviennent aussi dans un cadre civilisé. C'est dans ce cadre, on a besoin peut-être de l'apport du procureur de la République ou bien du procureur général. Mais on a dévoyé complètement cette nécessité. On en fait une obligation pour pouvoir mettre à exécution les décisions de justice. Au départ, il ne s'agissait pas d'un ordre que le procureur doit donner à Paul ou Pierre pour permettre de mettre à exécution une décision de justice. Dans la mesure où, dès lors que le jugement est revêtu de cette formule exécutoire, mais c'est terminé. Alors, mais est-ce que concrètement aussi sur le terrain, vous-même n'avez pas relevé que par moment, dans cette exécution des décisions de justice, il arrive quand même qu'on abuse de certains citoyens ou qu'on va même au-delà des prérogatives de ces forces de l'ordre qui vous accompagnent, mais aussi des huissiers de justice? Au fait, toutes les parties doivent jouer leur rôle. Nul n'étant parfait, il arrive des moments où il y a des difficultés d'exécution liées soit à un comportement... Non, ma question, est-ce que vous-même, dans vos observations, dans vos regards de tous les jours, n'avez-vous pas à un moment donné relevé les dérapages? Mais effectivement, les dérapages, il y en a. Mais lorsqu'il y a des dérapages aussi, il faut sanctionner. C'est pourquoi je dis que toutes les parties doivent jouer leur rôle. S'il y a dérapage par rapport à l'exécution d'une décision de justice, il revient aux citoyens de faire valoir ses droits par rapport à ce dérapage. Si l'huissier, pour l'exécution d'une décision de justice relative à la parcelle numéro 2, il est allé exécuter la décision sur la parcelle numéro 3 du lot tel, mais il revient aux justiciables justement de faire valoir ses droits et l'huissier va être interpellé par rapport à ces manquements. Oui, maître, pour le profane que je suis, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, parce que vous avez dit que chacun doit jouer son rôle ou sa partition, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 ou 3 mots quel est le rôle de chacun?
chacun, d'abord le juge qui va trancher justement par rapport à une question donnée, il faudrait que le juge s'assure de tous les paramètres du litige pour que la décision qui sort soit déjà une décision, je ne dirais pas parfaite, mais une décision quand même qui répond à des normes. Ça, c'est déjà le premier aspect. Le second aspect, l'huissier qui doit exécuter cette décision de justice doit prendre la mesure nécessaire d'informer toutes les parties concernées justement par cette décision, à commencer par par déjà la personne concernée, par les autorités locales et même administratives, pour que, voilà, au moment où il doit déjà agir à travers la force, que ça ne puisse pas déborder le cadre de la décision qu'il est amené à exécuter. D'accord. Excusez-moi la naïveté de ma question, mais quelle est la différence entre faire exécuter une décision de justice et mettre en application une décision de justice? Pardon, j'ai pas compris. Quelle est la différence entre faire exécuter une décision de justice et mettre en application une décision de justice? Quelle est la différence? Non, mais il n'y a pas de différence, c'est pratiquement la même chose. La même chose, allez-y. Il y a quand même ces rencontres prévues qui ont eu lieu d'ailleurs avec le ministre de la Justice. Dites-nous comment comprendre qu'à date, qu'il ne puisse pas répondre de cette question qui est sur la table. Oui, justement, c'est la complexité de la situation qui fait que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Quand bien même que toutes les parties, je peux dire ainsi, sont de bonne foi dans le règlement de cette affaire. Lorsque le problème a été posé et que nous avons accepté d'aller en boycott, c'est vrai, je précise déjà que c'est pas une question de solidarité comme on le dit, parce que ce combat, c'est le nôtre déjà, puisqu'il s'agit de nos clients, et nous sommes amenés à défendre le client du début à la fin. De sorte que même quand il y a des difficultés d'exécution sur le terrain, des questions strictement juridiques sont remontées à l'avocat qui prend la mesure nécessaire pour essayer de dépasser ces difficultés. Donc, lorsque nous sommes allés en boycott, le secrétaire général qui assumait l'intérim de M. le bâtonnier a eu un entretien avec le procureur général et certains cadres du département. Et entre eux, ils ont trouvé une approche de solution. Cette approche de solution a été remontée à M. le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il s'est avéré que dans la compréhension de M. le ministre, les mesures prises n'étaient pas pertinentes. Parce que lui, il a pensé que c'était juste une question de déplacer le problème. Le problème qui se pose ici dépasse le cadre d'une simple question de réquisition. La réquisition, c'est ce qu'on brandit. Mais le ministre a pensé que le problème était beaucoup plus profond que ça. Il fallait prendre tous les paramètres qu'il y a pour, une fois de plus, finir définitivement avec cette affaire. Si ce n'est pas définitivement, mais trouver une solution durable. Bien. Et cette solution durable, selon lui, passait déjà par le fait qu'il faille s'attaquer à la corruption et à la fraude qui gangrène nos décisions de justice. Donc à cet égard, il a demandé qu'on lui fasse des propositions et que nous puissions nous retrouver très rapidement pour essayer de surmonter ces difficultés. Maître Zézé Kalivogui, secrétaire général adjoint du Conseil des avocats. Allez-y, Jacques Léva. Oui, vous parlez de corruption qui gangrène, n'est-ce pas, votre secteur, le secteur de la justice en général. Et est-ce que vous ne voyez pas là derrière la volonté quand même du ministère de la Justice et de ne pas bouger sur ce sujet-là? Et si, bien entendu, on était dans ce cas de figure, est-ce que vous allez continuer toujours à boycotter malgré que vos clients aient la volonté quand même de comparaître et d'avoir droit à la justice? Moi, je pense que le ministère a bien la volonté. C'est pourquoi j'ai dit que pour le moment, toutes les parties prenantes sont animées de la bonne foi. Et pour preuve, le ministre de la Justice s'est déplacé déjà 2 fois seul pour venir rencontrer les membres du Conseil de l'ordre
à l'effet de mettre si le ministre a la volonté et qu'il n'arrive pas à faire appliquer, est-ce que ça veut dire que cette décision n'émane pas de la justice? La grève a été enclenchée depuis le 12 avril, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Oui, naturellement. Je vous ai parlé de la complexité déjà du sujet. Parce que s'il parle de fraude et de choses, de corruption, c'est pourquoi justement dans les propositions que nous avons à faire, il faudrait qu'il y ait une solution à très très court terme pour que les activités puissent reprendre. Les autres aspects liés à la corruption et à la fraude qui gangrène la justice, mais ça va se résoudre. C'est pourquoi nous avons même dit que il faut que tous les services jouent leur rôle. Il y a un service chargé de l'inspection judiciaire, des affaires judiciaires. Justement, si ce service jouait son rôle, il aurait contrôlé les décisions qui interviennent dans nos juridictions pour savoir dans quel sens les magistrats sont en train de trancher par rapport à telle ou telle question. Pour ne pas qu'il y ait chaque fois le travail en dents de scie. Aujourd'hui, vous avez une décision de justice concernant une situation précise. Demain, pour cette même situation précise, vous avez une décision contraire. Ça pose quand même problème. Et à ce niveau, la responsabilité entière revient à l'État. Parce que aujourd'hui, nous avons salué la volonté du gouvernement à valoriser le traitement de nos magistrats. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de bombarder les magistrats des dizaines, vingtaines, trentaines, cinquantaines ou soixantaines, même soixantaines de millions et s'asseoir. Il faut justement avoir un regard par rapport à ce que font ces magistrats-là. Allez-y, Antoine Kourouma. Voilà, cette question qui n'est pas forcément liée à cette grève ou à ce boycott des avocats en soutien aux huissiers, c'est lié à un invité qu'on a reçu récemment. On se rend compte que vous êtes son avocat, Maître Zizé Kalivogui. Je parle de Koli Goepogui qui était là récemment. Dites-nous, il nous apprend qu'il y a un dossier en justice contre des cadres de l'administration et d'autres citoyens guinéens. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'est un dossier qui est à mon cabinet que je gère. Mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de traiter mes dossiers à l'antenne dès lors que c'est judiciaire. Puisque déjà, c'est vrai que ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est alarmant. D'ailleurs, par rapport à ce dossier, j'avais écrit à tous les niveaux pour alerter le gouvernement sur ce qui se passe. Et je suis même allé jusqu'à demander à l'agent judiciaire de l'État de commettre aussi un avocat sur ce dossier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des milliards et des milliards sortent de nos caisses pour des services non rendus. Quand je parle des services non rendus, lorsqu'on fait de la fraude par rapport au numéro matricule, c'est-à-dire les véritables titulaires et bénéficiaires sont mis de côté. En lien et leur place, on met d'autres personnes fictives qui sont dans le quartier, qui viennent justement au moment où il y a la paye. Et ils servent d'écran par rapport à la paye. Et dès qu'il y a la paye, des fois, on leur file quelques billets, c'est 500 000 ou c'est 300 000, et ils disparaissent. Maintenant, les véritables bénéficiaires de ces montants-là sont logés dans des bureaux. Il y en a qui prennent 3, 4, 5, 6 salaires. C'est quand même inimaginable. Citer, maître, puisque vous êtes l'avocat de Koli a cité des noms. Est-ce que ce matin vous êtes en mesure de nous citer ces noms-là à l'antenne par rapport à ceux contre qui il a porté plainte à la justice? Est-ce qu'on peut savoir des noms de cadres de l'administration qui sont en justice avec vous présentement? Pour le moment, je ne peux pas me permettre de vous dire les noms par rapport à ce dossier, mais je sais qu'il y a 51 personnes qui sont aujourd'hui renvoyées devant le tribunal pour justement être jugées par rapport à ces manquements. Il y a 51 personnes. Et là, ce n'est que très, très partiel par rapport au volume du dossier
qui est détenu par les juges d'instruction. Et est-ce que ce dossier avance réellement? Je préfère les réserver pour la suite de la procédure. Justement, maître, en parlant de la suite de la procédure, est-ce que vous avez espoir que ce dossier ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il avance? Le dossier ira jusqu'au bout. Si le juge d'instruction est parvenu déjà à prendre une ordonnance de renvoi de 51 personnes, malgré, je le dis, bien, malgré les pressions qui sont venues de part et d'autre, je me dis que ça va aller. Heureusement que nous avons avec nous un monsieur Koli-Gwepogi, Jean-Pierre Koli-Gwepogi, qui est vraiment un homme courageux, un homme qui ne cède pas à la corruption. Et peut-être que je lui demanderai de tempérer un peu son ardeur par rapport au dossier et laisser la justice faire son boulot. Oui. Dernière question. Oui, donc si je comprends bien, maître, vous ne demandez qu'à ce que les officiers de justice que vous êtes, que les décisions qui sont prises par le parquet ou par le juge d'instruction soient en cohérence avec les demandes d'exécution qu'on vous fait, c'est ça? J'ai pas compris. Je dis, si j'ai bien compris votre revendication, c'est que vous demandiez à ce qu'il y ait un assainissement ou plutôt une cohérence entre les décisions de justice qui sont prises et l'applicabilité qu'on vous demande de faire sur le terrain. Si j'ai bien compris, hein. Pas forcément ça. Nous disons que lorsqu'une décision est rendue, elle demeure une décision en bien ou en mal. C'est-à-dire que le juge peut bien se tromper. Le juge peut rendre une mauvaise décision, mais dès lors que toutes les voies sont épuisées, il y a une formule exécutoire. Alors, on ne peut plus avoir de motif valable pour empêcher l'exécution de cette décision de justice. Ce n'est pas possible que le politique puisse dire, par exemple, non, et voilà, actuellement, il y a ceci. Donc, il faut attendre d'abord que l'on finisse avec notre situation politique avant. Mais si c'est ça, il faut demander aussi aux juges, en période, en ces périodes-là, demander aux juges, attendez d'abord, puisqu'on ne peut pas exécuter une décision de justice, ne rendez pas de décision. Bien, nous avions à l'instant Maître Zézé Kalivogui, secrétaire général adjoint du Conseil des avocats. Merci d'avoir répondu aux questions des GG ce matin, Maître. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Et patatras, notre invité, le premier, bien entendu, Joe Bebeto, ne sera finalement pas avec nous. Il était prévu qu'il soit là, il nous a collé un lapin. On ne sait pas ce qu'il s'est réellement passé, mais quand même, nous continuons l'émission. Nous, avec cet autre sujet, la construction de la route nationale Koya-Pamlap ne fait pas que des heureux. Les populations riveraines ont vu leurs plantations complètement rasées par les machines. C'est pour la bonne cause, dit-on. Néanmoins, le gouvernement guinéen, qui est appuyé par la Banque africaine de développement dans ce projet, s'était engagé à dédommager les familles impactées. Il en a fait pour certains, d'autres non, ce qui suscite des interrogations. À Farmoria, plus de 700 plants ont été arrachés. Les victimes attendent toujours d'être indemnisées. Ousmane Camus Camara, un des planteurs concernés, est avec nous dans ce studio. Il est bien là. Monsieur Camara, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Madame Hiro. Bien. Un mot quand même sur Joe Bebeto, vous me permettrez? Oui, allez-y. Parce que effectivement, hier, nous avons démarché. Il avait donné son accord d'être là à 9h. Ce matin, on reçoit un appel qui ne vient pas directement de lui, mais de quelqu'un qui lui est proche et qui dit, à qui on a dit effectivement que son boss devrait être là. Après, il dit, il n'est pas fait pour les GG. Les GG, vous pourrez le mettre en difficulté. On a essayé de le rassurer. Et je crois que c'est finalement lui qui a essayé de le convaincre. En plus, c'est dommage parce que... Ils l'ont dissuadé. Non, oui, mais c'est vraiment dommage parce que alors, pour le coup, on aurait été bienveillant parce que moi, j'avais beaucoup aimé sa sortie. La dernière fois, je l'avais trouvé très
très pertinentes. Et puis il peut parler à tous les mots, ce monsieur. Voilà, Moi, je l'ai eu comme invité du journal, il n'a pas sa langue dans sa poche. Voilà, quand on est député, on vient au moins s'expliquer, mais en plus on aurait été bienveillant, on aurait vraiment été bienveillant. Jean Beto a voulu venir, j'en suis convaincu. Oui, il voulait venir. Il y a forcément un coup de fil venu de quelque part qui l'a dissuadé de venir à Espace. N'allons pas jusque-là, mais de toute façon, on est boycotté par un gouvernement tout entier, c'est pas Beto qui va nous... Voilà. C'était juste pour préciser. La précision est donnée, c'est l'essentiel, on va continuer. Nous avons M. Camara dans ce studio. Monsieur Camara, bienvenue dans ce studio. Merci. Vous êtes donc de Farmoria, c'est bien ça? Bien sûr. Et votre plantation et bien d'autres ont été impactés par le projet de construction de la route Koya-Pamlap. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez perdu? Merci. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Espace. Je suis l'héritier de feu commandant Camus Camara, qui est le propriétaire du domaine agricole situé à Dara, à la sous-préfecture de Farmoria, préfecture de Forikaria. En fait, au mois de janvier 2020, notre famille avait reçu un appel du sous-préfet, comme quoi notre domaine allait être touché par les travaux de dégagement de l'autoroute Koya-Pamalap. Je me suis rendu sur les lieux. Les arbres ont été détruits. Bon, en fait, la radio, c'est l'heure. Je vais être très succinct avec vous. Il y a eu 65 palmiers qui ont été détruits, 6 mélinas, 5 manguiers et un oranger. Donc, j'ai fait ma réclamation. J'ai déposé au niveau de la sous-préfecture. Et le sous-préfet m'a dit qu'il allait me revenir quand il y aura évolution. Je suis resté à l'attente pendant 5 mois et 6 mois après, monsieur le ministre Naïté est passé dans les ondes de la radio et de la télévision pour déclarer que toutes les familles sont indemnisées et que les travaux d'installation de la bâche logistique étaient presque terminés, qu'à la fin de la saison des pluies, on allait commencer à faire la route. Donc c'est que moi je n'ai pas compris. Je me suis déplacé et je suis allé au niveau du ministère des Travaux publics. Et après renseignement, on m'a dit que le projet est logé au niveau de la Direction nationale des routes nationales. J'ai rencontré le directeur national adjoint, M. Sandouno Benjamin, qui m'a effectivement confirmé que les dédommagements sont terminés et qu'il faisait même partie de l'équipe qui était partie à Farmoria pour indemniser. Donc, il m'a dit d'attendre le directeur national, M. Kabasangare, que j'ai attendu vers 16h quand il est venu. Je lui ai raconté ma préoccupation. Lui aussi, il m'a répété la même chose, mais qu'il y a 2 cas d'omission. Donc, il ne savait pas si je fais partir de ces 2 cas d'omission. Il m'a donné rendez-vous le lendemain à 9h. Moi, je suis venu à 7h. Et quand je suis venu, on est allé au niveau du service qui s'occupait de la base de données. Ils ont regardé. Parmi ces 2 cas d'omission, mon nom ne figurait pas. Il y avait la famille Amirou Diallo et la famille Kandé Sanko. Ces 2 domaines sont à près de 4 km de notre plantation, de ma plantation en fait. Moi, je suis au PK 63, eux, ils sont au PK 67. Donc, ce que je n'ai pas compris, pourquoi mon dossier n'est pas enregistré? Mais là, déjà, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, parce que monsieur l'environnementaliste, monsieur Oscar, et celui qui était chargé de la gestion de la base des données, quand on s'est vu, ils sont retranchés dans le bureau, ils ont causé 2 minutes ou 3, ils sont ressortis. Ça m'a fait douter. On est allé voir le directeur national et là, ils ont voulu m'intimider. Mais très tôt, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas m'intimider parce que je leur ai dit que je suis un administrateur comme eux. Je suis à ma 10e ou 12e année dans cette administration et je sais comment l'administrateur guinéen se comporte généralement. Quand j'ai compris cela, ils ont voulu maintenant remettre la faute sur le sous-préfet. Séance tenante, j'ai appelé le sous-préfet qui a confirmé qu'il a transmis les dossiers au niveau de la préfecture à Forikaria, parce que là-bas aussi, il y a une commission préfectorale de dédommagement. Et que c'est de là-bas que le dossier devait quitter pour venir au ministère des Travaux publics, et ainsi de suite. Là, le ton a commencé à monter, et je leur ai dit que je ne continuais plus à discuter avec eux, que j'allais voir la hiérarchie. Aussitôt, je suis allé voir le chef de cabinet, M. Bangoura François, paix à son âme, mes condoléances à sa famille. Et vraiment, je dis à leurs enfants qu'ils peuvent être fiers de leur papa parce que c'était quelqu'un d'intègre.
Malgré qu'il n'y avait pas un rendez-vous entre nous, il m'a reçu. Il a accepté de m'écouter. Et aussitôt, il a appelé, comme lui ne maîtrisait pas le dossier, il a appelé le conseiller principal du ministre, M. Naïté. Ce dernier aussi a confirmé qu'il y a 2 cas d'omission et que les indemnisations étaient terminées. Il a dit donc face à cette situation qu'il me conseille d'adresser une réclamation à M. Naïté le plus tôt possible. Et je l'ai fait le même jour. J'ai déposé le courrier. J'ai pris soin de prendre la décharge parce que je sais qu'ils sont capables de faire disparaître le courrier. J'ai suivi et quelques jours après, M. Naïté a demandé à me rencontrer. Je suis allé à son bureau, il m'a reçu. Il m'a dit qu'il a vu ma réclamation et il m'a orienté vers M. Sano, l'inspecteur général des finances, M. Salo Lamine. Il m'a remis le numéro de M. Sano, de l'appeler, parce que je ne connaissais pas le monsieur, je ne connaissais pas son bureau. Dès que je suis sorti du bureau de M. Naïté, j'ai appelé M. Sano. Il m'a indiqué son bureau, je suis allé aux finances, il m'a vu, je lui ai montré mes dossiers. Il m'a dit qu'effectivement, il me donne raison, que je dois être indemnisé. Et c'est moi qui ai informé ce monsieur, le président de la Commission nationale de dédommagement, que les 2 dossiers qui ont été engagés au niveau de la BAD, que ces plantations n'étaient pas touchées. Pourtant, moi, ma plantation était touchée. Jusqu'à ce jour, les 2 cas d'omission dont on parlait, les plantations ne sont pas touchées. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller. Et pire, il y a eu substitution donc de dossier. Et pire, M. Condé, le représentant du ministère des Travaux publics, il y a à Forêt-Caria, il est allé voir. Attendez. Il y a des personnes qui sont sur la liste, qui doivent être indemnisées, mais qui n'ont pas été touchées. On les a listés comme étant des cas d'omission. Leur dossier a été transmis, ils n'ont pas accepté que les machines passent dans leur domaine sans qu'ils ne soient indemnisés. J'ai même parlé avec Alpha ce matin, le fils de El Hadj Amirou Diallo. M. Condé est allé la semaine dernière les menacer que le gouvernement a dit qu'il ne va pas dédommager, donc ils vont faire passer les machines. Les 2 jeunes, la famille Sankon, la famille Diallo, ces 2 jeunes, ça fait 1 année qu'ils ne font que garder le domaine. Font que rôder le domaine. Ils passent même parfois la nuit là-bas. Donc c'est quelque chose que moi je n'accepte pas. Les grandes gueules. C'est que je sois indemnisé parce que j'ai toute la documentation avec moi. Alors, mais où est-ce que ça bloque? Alors, où est-ce que ça bloque? Mais au départ d'abord, est-ce que vous avez effectivement, pendant qu'on recensait les domaines qui devaient être touchés, étiez-vous dans ce lot où vous êtes venu après pour adjoindre votre dossier? J'étais dans le lot, naturellement. Je détiens le registre des réclamations de la sous-préfecture du Faron. J'ai la copie. Je suis la 4e personne à être enregistrée dans ce registre. C'est une centaine de personnes. Donc, la plantation a été touchée le 19. Et là aussi, je sais comment ça s'est passé. Le 19 janvier. Le 19 janvier 2020. Comment ça s'est passé? 27 hectares. 27 hectares. Monsieur Camara, vous savez, il y a un moment donné, il ne faut plus tergiverser avec l'État. Pourquoi vous ne portez pas plainte, tout simplement? Non, je ne tergiverse pas. Non, mais je veux dire, portez plainte. C'est qu'ils m'ont fait espérer qu'on allait m'indemniser et que le dossier retardait au niveau de la BAD. Oui, mais vous savez comment ça se passe dans ce pays. Et après, ils m'ont dit que c'est avec le changement du ministre que vraiment le dossier a commencé à traîner. Même l'actuel ministre, je l'ai adressé une réclamation à la date du 3 mars 2021. Et jusqu'à maintenant, personne ne m'a appelé. Vous n'êtes pas naïf, vous savez comment ça se passe dans ce pays. Donc portez plainte. Portez plainte, c'est aussi simple que ça. Portez plainte contre l'État. À combien s'élève le montant de votre indemnisation? Je ne connais pas le mien, mais monsieur le directeur national, Kaba Sangari, avant qu'il ne se rende compte que ces 2 cas d'omission, qu'ils appellent omission, je ne faisais pas partie. Il m'avait dit que pour ces 2 familles, l'enveloppe financière s'élevait à la hauteur de 300 et quelques millions de francs guinéens. Et voilà. J'ai son numéro, vous pouvez l'appeler. Chacune des familles. Non, les 2 réunis. Les vous pouvez l'appeler, il n'a qu'à me dire que ce que je suis en train de raconter. Non, mais écoutez, voilà. Moi je vais vous dire, si je peux me permettre de vous donner ce conseil-là, il y a un moment donné où quand on a des sommes pareilles, on sait comment ça se passe dans ce pays, je suis vous, j'arrête toutes les démarches, je vais à la justice, j'arrête mon dossier et je porte plainte contre l'État et contre le ministère. C'est aussi simple que ça. Il faut que les citoyens, si je peux me permettre, il faut que les citoyens se rendent compte qu'ils ont des outils aujourd'hui judiciaires à leur disposition qui leur permettent à un moment donné que la justice leur rende justice face au rouleau compresseur qu'est l'État. Grand frère, c'est encore plus lent là-bas. C'est lent, mais c'est coûteux. Vous me permettez? Oui, je vous écoute. Je sais ce que c'est que la justice chez nous. On le sait. Est-ce que vous savez? Ce sont les mêmes personnes qui vont se permettre après de torpiller la procédure judiciaire. Je vous l'accorde. Et si la justice résistait à cette pression, à cette tentative, et qu'elle rendrait une décision en ma faveur, il y a peu de chances que cette décision soit exécutoire.
Parce qu'ils ont cette possibilité aussi de ne pas permettre que la décision soit exécutoire. D'accord. Mais malgré tout ça, je vais aller à la justice. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la seule famille concernée ou il y a d'autres familles qui sont dans la même situation? Il y a la famille Kelfala Souma. Il y a la famille d'Elhaj Moustapha Touré, à Rourégbé, après le pont. C'est après cette famille que viennent les deux autres familles. Et eux, l'inventaire a déjà été fait. La documentation, elle est faite. J'ai les copies avec moi. C'est ce qu'ils ont transmis à la BAD. Ils ne sont pas touchés. Il y a une autre famille de Mamadama Pythagore Sako et une autre famille en Sané. Il y en a plein. Mais alors faites un recours collectif ou une plainte collective, c'est aussi simple que ça. Nous sommes en train de nous entretenir entre nous. Et plus vous allez être solidaires entre vous, en plus le fait que vous passiez dans les GIE, ça veut dire que le dossier va être compris. Le fait que vous passiez dans les GIE, ça veut dire que le dossier va être maintenant pris en compte. Et puis vous faites un recours collectif ou une plainte collective, vous allez voir que ça va. Oui, mais c'est qui est choquant dans cette affaire. Je suis d'accord avec vous. C'est que le gouvernement décide tout à fait de fermer les yeux, de boucher les oreilles et de détourner les regards. Le regard comme pour dire qu'ils n'ont rien entendu, rien vu. Ils n'ont rien vu et que nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes. C'est scandaleux. Alors, l'autre question que moi j'ai envie de vous poser, c'est vrai que vous avez démarché au temps de M. Naïté. Aujourd'hui, il n'y est pas. Il y a une nouvelle ministre qui est venue. Est-ce que vous avez repris les démarches pour qu'elle ceci? J'ai adressé une réclamation à la date du 3 mars. J'ai la copie avec moi, ça a été enregistré. Est-ce qu'elle vous a... Jusqu'à maintenant, personne n'est rentré en contact avec. Dernier message, quel espoir est-ce que vous pouvez vous adresser aux autorités par rapport à... En attendant que vous ne partiez en justice parce que vous avez décidé de porter plainte? De la façon dont la situation se présente, avec le silence qui entoure cette affaire, malgré que tout est clair, il n'y a que le président de la République qui peut faire bouger la situation du côté de l'exécutif. Si ça ne bouge pas de ce côté, je vais m'adresser à la justice. Est-ce que vous soupçonnez des malversations? Vous soupçonnez des malversations ou de la corruption? Ça crève les yeux. D'accord. Bien, Ousmane Camus Camara, vous êtes planteur, n'est-ce pas, du côté administrateur, bien, polyvalent, administrateur. Il est bien, son seul défaut, c'est un camarade. Farmoria, c'est ça le défaut, d'être camarade. En tout cas, merci d'être passé chez les GG. C'est son seul défaut, sinon il est bien. À ton frère à côté. J'ai cru que c'était le dernier mot. Puisque vous voulez qu'on en ouvre, qu'on va ouvrir. Justement, je ferme tous les micros, c'était le dernier mot. Merci. Merci à vous tous à l'international. Merci à tous les chroniqueurs ici en studio. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, Cabinet Condé, Vladimir Poutine, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Condé. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.